tous, il est 11 heures, donc on va démarrer la session de Green Communication. Je représente la société Green Communication, on est spécialiste dans la cyber-résilience. Quand on parle de cyber-résilience, ça veut dire que c'est le moment après la cyberattaque. Donc on peut se protéger par des solutions de cybersécurité, mais malgré cela, aujourd'hui, on a quand même toujours une chance, parce qu'il n'y a pas de sécurité à 100%, d'être attaqué. Et donc quand on est attaqué, les services numériques s'arrêtent. Ça ressemble beaucoup à une tempête cyber, un déluge. Donc voilà, une solution de cyber-résilience, c'est comme un arche de Noé. On arrive, on met tout ce qui est sain sur un bateau et on part pour refaire une nouvelle vie en numérique. Donc on va voir comment cette solution-là, elle s'installe. Voilà, pour présenter Green Communication, on est une société qui existe depuis 2010. Donc on est issu de la recherche universitaire française. On est aujourd'hui présent sur le marché de la défense, de la sécurité civile, mais aussi de la cyber-résilience. On a le label UAF, utilisé par les forces armées. On fournit des communications tactiques, comme des essaims de drones, des essaims de robots, mais également des solutions pour s'installer quand tout est cassé, donc pour créer un nouveau système numérique avec des services et continuer l'activité. Donc c'est des solutions qui répondent à ce qu'on appelle aujourd'hui le PCA et le PRA, plan de continuité d'activité ou plan de reprise d'activité. Alors je ne sais pas pourquoi j'ai un problème avec le PowerPoint, donc je vais faire comme ça. Alors, qu'est-ce que c'est la résilience? Effectivement, vous avez un système qui fonctionne normalement, donc tout va bien. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle une perturbation. Alors, la perturbation, ça peut être une cyberattaque, mais ça peut être aussi une tempête, une coupure d'électricité. On l'a vu par exemple récemment en Espagne, tout le pays est tombé en panne d'électricité. Ça peut être effectivement comme la région de Valence ou ailleurs. Donc tout ça, ça fait qu'arrêter ce qu'on appelle les services numériques. Et aujourd'hui, vous le savez, tout le monde fonctionne en numérique. Donc c'est plus comme il y a 30 ans, où on allait à la mairie peut-être pour demander une fiche d'état civil, où on va peut-être au bureau du secrétariat pour s'inscrire quand on est étudiant, etc. Ou à l'hôpital, on a le médecin avec son cahier, son stylo. Tout est en numérique. Donc si on n'a plus de réseau, si on n'a plus de serveur, dans ce cas-là, le numérique s'arrête et on est perdu. On ne peut plus continuer l'activité. Et donc, nous, on a une solution qui s'appelle IoE, comme Internet des Edge, ou en anglais Internet of Edges, qui permet effectivement de fonctionner en mode dégradé. Ça veut dire qu'on est capable, en moins d'une minute, de créer un réseau, donc en mode direct. Il n'y a pas besoin des opérateurs, donc ça crée le réseau au sein d'une structure. Ensuite, sur le réseau, vous avez aussi des services embarqués qui s'activent. Donc c'est une suite d'applications qui est très similaire à ce qu'on voit aujourd'hui, comme Teams, comme WhatsApp, comme Discord, qui permet effectivement d'offrir un chat, de la téléphonie, un système d'échange de fichiers. Donc effectivement, pendant les premiers moments de la crise, on peut communiquer avec ces outils-là en local, encore une fois, on n'a pas besoin d'être connecté à Internet. Et ensuite, donc, le DSI en fait, du site qui a été attaqué, il peut effectivement, après avoir examiné un ensemble de serveurs, et considérer qu'il y en a un backup qui est sain. Évidemment, sur nos systèmes, on peut l'intégrer de manière très facile. On a un DHCP, on a un DNS, on a tout un ensemble d'outils qui peuvent l'intégrer pour qu'il soit accessible à tous ceux qui sont connectés sur le réseau. Et donc c'est ce qu'on appelle le mode dégradé. Ça veut dire que vous n'avez pas tous les services que vous avez l'habitude d'utiliser tous les jours. Vous avez un sous-ensemble. C'est pour ça qu'on appelle ça un mode dégradé. Donc c'est le plan de continuité d'activité. Et une fois que tout ça c'est terminé, à ce moment-là, on revient comme avant. Et évidemment, on gagne en résilience parce qu'on aurait appris des leçons de ce qui s'est passé auparavant. Donc, pardonnez-moi, je passe comme ça, parce que les flèches ne fonctionnent pas, peu importe. Donc voilà ce qu'on appelle une cyberattaque. La cyberattaque aujourd'hui, ça peut être un ransomware, ça peut être donc un déni de service, enfin, tout un ensemble d'attaques aujourd'hui qui mettent hors service votre service. Donc voilà, vous vous retrouvez dans une situation, non seulement on ne peut plus travailler, mais aussi il y a tout le stress. Donc il faut savoir que toute l'équipe qui s'occupe de l'infrastructure, elle est stressée, elle est isolée, donc on ne peut même pas la contacter. Et quand on regarde un peu les cyberattaques qui sont arrivées les dernières années, donc ça dépend de leur violence, il y en a qui sont tellement violentes que les employés de l'organisation ou de l'organisme l'apprennent par la presse généraliste, donc par Le Monde, par Le Parisien, par Le Figaro, parce que sur place, il n'y a plus aucun moyen pour communiquer. Le seul moyen, c'est de rassembler tout le monde dans une sorte d'AG pour annoncer en fait ce qui s'est passé. Et malheureusement, voilà, on l'apprend par l'extérieur parce que tout est arrêté. Donc, alors, il est important, avant de montrer la solution,
pour être résilient, il faut éliminer tout maillon faible. Hein. Quand on discute aujourd'hui avec des RSSI ou des DSI pour leur parler de cyber-résilience, etc., ils vous disent qu'on est quand même pas mal équipé parce qu'on a choisi plusieurs solutions en mode SaaS. Donc vous prenez ici par exemple 4 clouds, on met un chez Amazon, un chez OVH, un chez Azure, etc. Et ils oublient souvent que pour accéder à ces applications en mode SaaS, on a un maillon faible hein, qui peut être l'annuaire, qui peut être la gateway, qui peut être le DNS. Quand le DNS d'Amazon est tombé en panne, les conséquences étaient très graves. Hein. Donc Airbnb ne fonctionnait plus, énormément de solutions qui s'appuyaient sur le DNS qui était le maillon faible se sont aussi arrêtées. Donc quand vous proposez quelque chose de résilient, il faut que ça soit totalement distribué. Ça veut dire que vous avez par exemple 30 nœuds, 10 tombent en panne, les 20 autres continuent, 5 tombent en panne, le reste continue. Quand les 5 de nouveau reprennent l'activité, fusionnent avec les 25 qui sont là, il faut que ça continue, il ne faut pas qu'il y ait des conflits. C'est ce qu'on appelle un monde complètement distribué, ça veut dire qu'il n'y a pas un serveur dans lequel vous mettez une croix et il devient vraiment quelque chose d'important et un maillon faible de tout votre système. Et donc les solutions que nous on propose sont totalement distribuées, à 100% distribuées. Vous pouvez travailler avec un système comme ça ou plein d'autres. Vous avez exactement les mêmes services, donc on va voir ça. Et donc la solution consiste en un ensemble de boîtiers comme cela. Donc c'est des boîtiers qui sont très légers, qui consomment très peu d'énergie. Donc le boîtier ne consomme que 5 watts, c'est-à-dire que vous êtes résistant même à une panne d'électricité. Avec des simples powerbanks de téléphone mobile, vous pouvez les alimenter. Donc ça crée ce qu'on appelle un edge. Un edge aujourd'hui, c'est le complément du cloud. Le cloud, c'est des data centers qu'on installe un peu partout. On donne les données et les services à ces data centers, ils les gèrent, et puis après on accède par un réseau. Ce qu'on appelle un edge, ça veut dire que vous avez tout on-premise, vous avez les services chez vous. Et donc, comme nous, on embarque tout sur les boîtiers, on est plutôt dans la philosophie edge. Qu'est-ce qu'on appelle un edge? C'est un ensemble de boîtiers. Donc, le nombre va dépendre de la surface à couvrir. Hein, imaginez que l'espace Champéret, on voudrait le couvrir. On a besoin de 10 boîtiers. Ben voilà, le edge, ce serait ces 10 boîtiers-là. Ça peut être 3, ça peut être 1, donc ça peut être une trentaine. Tous ces boîtiers-là vont créer un réseau entre eux, donc c'est automatique, hein, il n'y a pas besoin de les configurer. C'est un réseau mesh qui se fait par soit Wi-Fi direct, soit par Ethernet. Donc on peut mettre un câble entre les boîtiers comme on peut les connecter par Wi-Fi. Et donc le Wi-Fi, c'est un mode direct, ça veut dire que je communique sans passer par un point d'accès, sans passer par une infrastructure. Et si par exemple un boîtier il est un peu plus lointain, on va faire du routage. C'est ce qu'on appelle le multisaut, donc on va passer de boîtier en boîtier pour atteindre la solution finale. Donc ça forme le edge, c'est le réseau. Donc soit c'est installé de manière spontanée comme vous voyez ici, hein, on prend une valise, elle est dans le placard, on installe, vous avez une application qui est embarquée qui vous permet de vous aider à déployer. Donc vous avez la qualité des liens radio en temps réel. On a même associé, si vous voulez, des codes couleurs un peu à la Google Maps, c'est-à-dire si vous avez du vert large foncé, vous avez l'équivalent d'une autoroute, donc c'est un débit très élevé. Si vous avez du rouge ou de l'orange, ça veut dire que c'est des débits très faibles. Voilà, donc du coup l'installateur il va poser les boîtiers en fonction de ce qu'il souhaite avoir comme débit pour ses services. Et donc une fois que alors ça peut être aussi préinstallé, hein, ça veut dire qu'un DSI à tête reposée pendant qu'une situation calme, il va donc repérer les lieux, il les installe et quand la cybercrise arrive, à ce moment-là, il appuie sur un bouton pour pouvoir mettre sous tension les boîtiers et créer le réseau. Et donc voilà ce qu'on appelle l'arche de Noé, hein. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on sort du placard, on va déployer pour pouvoir sauver notre situation. Donc une fois que le réseau est installé, vous avez des services embarqués. Hein, c'est ce que j'ai appelé la suite d'applications qu'on avait développée. C'est une suite qui est embarquée et distribuée. Donc elle est sur les boîtiers, vous voyez un boîtier c'est comme celui-ci, c'est dedans. Donc vous n'avez pas besoin de ramener des serveurs extérieurs, vous connectez dessus par votre téléphone et on a installé un serveur web. Pourquoi un serveur web? Pour que les applis soient en web app. Parce que l'application c'est une contrainte. Si par exemple vous avez une cyberattaque et on vous demande d'aller télécharger une application sur un store et que le réseau n'existe pas, ce n'est pas une solution. Donc tout est sur les boîtiers et c'est en web app. Web app, ça veut dire que vous avez besoin juste d'un navigateur. Un navigateur c'est Chrome, c'est Firefox, c'est Edge. Tous ces navigateurs-là sont par défaut sur n'importe quel support numérique que vous achetez. Que vous achetez un téléphone, une tablette, un PC, vous avez un navigateur dessus, donc ce n'est pas une contrainte.
on sort comment dire, le navigateur, on se connecte sur le portail local et on a accès aux services. Donc on clique sur Coms par exemple, on a du chat, on a de la voix, on a un partage de fichiers. Donc si vous souhaitez, on a ramené un Edge sur notre stand, donc je vous montrerai le site. Si vous voulez voir une démonstration, vous venez avec vos téléphones, vous vous connectez et on peut échanger de l'information ensemble en direct sans passer par aucun réseau extérieur. Et donc ça, c'est ce qu'on a vu, c'était un edge, c'est-à-dire un site comme l'espace Ampéré. J'avais donné l'exemple de l'espace Ampéré. Mais imaginez que vous avez plusieurs sites. Donc c'est le cas d'un CHU, par exemple. Un CHU, vous avez des hôpitaux qui sont sur plusieurs sites. Et donc vous avez le site 1, le site 2, le site 3. Vous installez un edge sur un site. Je rappelle, un edge, c'est un ensemble de boîtiers. Ça peut être 5, ça peut être 10, ça peut être 20. Et ensuite, donc, le site peut communiquer, bien sûr, en toute autonomie en local. Mais après, si on a l'opportunité d'avoir une passerelle 5G, satellite ou autre pour accéder au réseau Internet, dans ce cas-là, on a mis en place, de manière embarquée, un ensemble d'outils qui permettent de créer des VPN. Donc il n'y a pas besoin, encore une fois, d'aller chercher un fournisseur de VPN, tout est là-dedans. Vous pouvez créer le VPN soit en mode client-serveur, donc un site fait client, un autre site fait serveur, soit en tunnel en pair à pair. Donc là, par exemple, vous voyez des tunnels entre les différents sites pour synchroniser tous les services. Ça veut dire que quelqu'un qui aurait créé un salon de chat sur le site 3, ben, il sera accessible évidemment au reste du monde sur le site 1 et sur le site 2, etc. etc. Et donc pareil, si vous avez un serveur, par exemple des fichiers patients que vous avez sortis qui est sain, c'est un backup pour la cyber-résilience, on peut l'interconnecter à notre réseau et donc il sera accessible aussi à tous les sites de manière totalement native parce que c'est un réseau TCP/IP qu'on crée. Et ça, bien entendu, de manière autonome, donc il n'y a pas besoin, encore une fois, d'acteurs tiers, à part le réseau, enfin l'opérateur intermédiaire qui permet de faire l'interconnexion entre les différents sites. Donc, alors, des cas d'usage, hein, donc j'en ai parlé un peu. Hein, aujourd'hui, si vous êtes par exemple une collectivité ou un hôpital, vous pouvez avoir effectivement tout un ensemble de sites. Pour la collectivité, par exemple, ça peut être les services de l'état civil, etc. Donc, tout cela, ils peuvent effectivement utiliser cette infrastructure secondaire qui serait installée pendant la cyberattaque. Comme un hôpital, par exemple, imaginez qu'un chirurgien il est en train d'opérer, il a besoin d'une radio, donc au lieu d'envoyer quelqu'un à la radio pour pouvoir amener la radio qui vient d'être prise, à ce moment-là, on peut l'envoyer à travers le réseau. C'est un système d'échange de fichiers, vous le mettez à la radio et la radio elle apparaît de l'autre côté immédiatement. Vous voyez donc, quels sont les avantages? Alors, c'est rapide, comme vous le voyez, en moins d'une minute, on peut installer tout. Hein. Les boîtiers bootent en 50 secondes. Après, il y a 10 secondes à peu près de négociation entre les différents boîtiers. Ça crée donc, si vous voulez, le réseau plus les services. Et donc, vous avez accès à tout de suite. C'est autonome parce que vous n'avez pas besoin ni d'un opérateur télécom, hein, les boîtiers communiquent en direct, ni d'un opérateur de cloud parce que les services sont embarqués. On peut passer à l'échelle comme on l'a vu avec le multisite. Et on a aussi un impact carbone ultra faible, hein, ce que je vous ai dit, hein, ça consomme que 5 watts, y compris dedans de Wi-Fi, un Ethernet, tous les serveurs qui sont dedans. Donc à titre de comparaison, une box, ça consomme entre 10 et 20 watts. Un point d'accès Wi-Fi que vous voyez un peu sur les plafonds, c'est dans les 15 watts. Un serveur, ça dépend de sa capacité, ça peut aller de 20 jusqu'à plein de watts. Le tout ensemble, l'image qu'on a mis dedans, elle est tellement optimisée, même avec le système d'exploitation, vous êtes à moins de 50 mégaoctets. Hein. Sachant qu'un Windows ou un Ubuntu, vous êtes sur 6 gigaoctets, si vous voulez, de place pour pouvoir l'installer. Et donc la deuxième chose pour l'impact carbone, c'est que le client et le serveur sont proches. Si je veux échanger un fichier entre vous et moi, le serveur des fichiers est là. Je donne le fichier au boîtier, vous récupérez le fichier du boîtier, le fichier il aurait fait 2-3 mètres de distance. Si vous utilisez à la place Teams pour échanger un fichier, Teams, le serveur il est aux États-Unis, il aurait fait 60 000 km pour revenir juste à côté. Hein, il faut savoir qu'aujourd'hui, beaucoup de collègues échangent, même dans le même bureau, beaucoup de fichiers à travers Teams. Et l'impact carbone derrière, c'est gigantesque. Hein, donc c'est un circuit long par rapport à un circuit court. Alors, donc, l'heure du Edge, est-ce que l'heure du Edge est arrivée? Souvent, pour comprendre cela, on prend le parallèle avec l'argent. Il y a 100 ans ou 200 ans, si vous voulez, on a créé des banques. On a dit aux gens, vous avez de l'argent, vous ne savez pas quoi en faire, vous avez peur qu'on les vole, donnez-les-moi, je vais m'en occuper, je vais les sécuriser, je vais les travailler, les fructifier. Et les banques, ils ont tellement abusé, si vous voulez, de l'argent qu'on leur donne,
qui a eu tout un ensemble de crises. On connaît toutes les crises successives qui sont arrivées. La plus grave, c'était les subprimes 2007-2008. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'était vraiment la goutte qui a fait déborder le vase. Et donc, il y avait un système parallèle qui s'appelait le Bitcoin, qui valait rien à l'époque, qui était un système totalement distribué, transparent, où tout le monde pouvait avoir une copie des transactions. Il s'est développé. Et vous savez qu'aujourd'hui, le Bitcoin, c'est quelque chose qui est passé à une échelle gigantesque. Ça gère plusieurs milliers de milliards de dollars, donc c'est énorme. C'est comparé aux banques. Le hedge, c'est un peu pareil. Ça veut dire que dans les années 2000, beaucoup de sociétés, ce qu'on appelle les GAFAM aujourd'hui ou équivalents, vous ont demandé de leur donner vos données pour améliorer votre vie. Donc c'est vrai qu'avec Waze aujourd'hui ou avec Maps, on optimise peut-être nos trajets, on attend moins le bus avec l'application de la RATP. Vous allez faire vos fiches d'état civil par Internet et non pas en allant sur place. Donc notre vie a été améliorée par tous ces services-là, mais il y a eu des abus derrière. On vous surveille, on vous envoie de la publicité que vous ne souhaitez pas, on fait des profilages, on fait gagner des élections à des personnes en utilisant les réseaux sociaux. Et donc le hedge, c'est l'inverse, ça veut dire qu'au lieu de donner vos données à quelqu'un, vous les gardez, vous les gérez vous-même. Et donc c'est beaucoup de demandes aujourd'hui sur le hedge pour le développer. Et donc on pense que le hedge, effectivement, va se développer. On va avoir deux solutions complémentaires. Comme l'argent, si vous voulez, vous avez les banques, vous avez le Bitcoin, ce n'est pas quelqu'un qui a remplacé l'autre. On va toujours avoir les data centers et les clouds, mais aussi en parallèle, le hedge va se développer énormément pour la souveraineté et pour la résilience. Et donc, voilà. Donc, si vous souhaitez avoir une démonstration, donc on a mis un edge au stand E09. C'est des boîtiers comme ceux-là. Vous pouvez venir, vous pouvez vous connecter. La connexion peut se faire très très facilement juste en flashant deux QR codes, un pour accéder au Wi-Fi en point d'accès et l'autre pour accéder au portail local, qui permet effectivement d'accéder au service et de parler avec nous ou avec les gens qui sont autour du stand, soit en chat, soit en voix, etc. etc. Et je pense que c'est terminé. Voilà, c'est le dernier. Je ne sais pas si vous avez des questions. Donc, ouais. Alors, nous avons mis deux options aujourd'hui. C'est le client qui décide de l'OpenVPN ou du WireGuard. Donc, soit vous créez en fait vos VPN par OpenVPN, donc, soit par WireGuard. Je ne sais pas si vous les connaissez, ce sont des protocoles open source aujourd'hui. Alors le problème d'IPsec, c'est que c'est de moins en moins utilisé, il sera déprécié, c'est WireGuard qui monte énormément. Et quand une application, enfin quand quelque chose qui est très peu utilisé, petit à petit en fait il devient très peu maintenu. Et en fait on perd du coup énormément par rapport à quelque chose qui est très largement utilisé parce qu'il y a une maintenance derrière, parce qu'il y a des patchs, parce qu'il y a des choses qui évoluent. L'IPsec effectivement aujourd'hui, alors il y a les militaires l'utilisent beaucoup, mais voilà, il est en perdition par rapport à des solutions comme WireGuard. Sinon, pour tout ce qui est application web, c'est du HTTPS évidemment qu'on utilise. Alors, on a mis aussi de quoi créer, de manière embarquée, on a mis de quoi créer une PKI. Donc, vous pouvez créer votre propre PKI en fait directement pour customiser les certificats des routeurs que vous déployez afin effectivement de garantir une sécurité accrue. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Alors en fait l'alimentation c'est de l'USB-C tout simplement. Donc un powerbank, on a choisi l'USB-C encore une fois pour des raisons d'impact carbone parce qu'aujourd'hui vous savez n'importe quel chargeur on peut l'utiliser pour pouvoir alimenter et du coup voilà donc une batterie, un chargeur USB-C ça négocie en fait entre 8 et 60 volts donc ça peut se brancher aussi, par exemple on a des pompiers qui l'utilisent avec la lime-cigare pour pouvoir créer avec leur batterie de véhicule par exemple, ou ça peut être des batteries débarquées, donc c'est aussi mis sur des drones, vous voyez là c'est des aimants, donc je ne sais pas s'il y a une surface métallique. C'est pas métallique, mais on peut le coller sur un robot, sur un drone pour pouvoir effectivement créer un réseau et faire des dessins. Et donc le 12 volts qui sort du drone, vous pouvez effectivement alimenter sans une batterie supplémentaire. Donc le choix de l'USB-C, c'est vraiment pour... mais vous pouvez très bien en fait avoir un adaptateur si vous avez d'autres connecteurs, comme jack ou autre.
On a des boîtiers aussi avec du jack, hein. Comment? Ça s'affiche. Alors, pareil, sur le Edge ici, vous avez deux profils, un profil utilisateur lambda et un profil admin. Et l'admin, en fait, tout est distribué. Donc l'admin peut se connecter avec son téléphone, avec son ordinateur, avec sa tablette. Et il a un mot de passe admin pour pouvoir administrer. Donc c'est des pages web qui permettent de changer par exemple le mot de passe, la fréquence, qui permet de configurer le DHCP pour avoir des beaux fixes pour un serveur, par exemple le fichier patient ou autre. Pour changer le DNS, on a un DNS embarqué, hein, donc vous pouvez très bien avoir des applications qui fonctionnent en nom de domaine sans passerelle Internet. Et donc les mises à jour aussi hein, se font, donc il y a tout un ensemble d'options si vous voulez. On a aussi même mis des outils pour diagnostiquer. Donc vous avez un iPerf embarqué, vous avez un traceroute, un ping, un outil qui permet de tracer les connexions, savoir où est-ce qu'on s'est connecté, etc. Donc c'est un système complet qui est embarqué, distribué. Il n'y a pas besoin d'un PC centralisé quelque part pour pouvoir administrer le réseau. Donc je peux vous montrer en fait les interfaces sur le stand si vous le souhaitez. Pas d'autres questions? Bah, écoutez, merci beaucoup.